Le réveil en douce. Alors cette semaine, comme promis, on retrouve Gérard Perrin pour la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec lui en juillet dernier. La première question que je lui pose dans cette deuxième partie, c'est essayer de comprendre comment il en est venu à cette compréhension, comment il en est venu à regarder ce qui est. Est-ce qu'il avait été préparé à ça ? Quel a été son chemin pour parvenir à cette sagesse ? Mais alors, est-ce que tu te sentais préparé à vivre ça ? Tu avais été préparé par quelque chose pour vivre ça ? Tu avais bossé des trucs, entendu des... Dans cette vie, non. Oh bah, j'ai une formation catholique, chrétienne, enfin, etc. Mais j'étais sorti de la tradition catholique vers 13 ans par là, parce qu'à la sortie de la messe, les bons bourgeois du quartier se réunissaient par petits coins pour se critiquer les uns les autres. Et en sortant de l'église, ou un message d'amour, entendre ça à 13 ans, c'était pas supportable pour moi. Donc j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai mis tout ça de côté. Par contre, après 84, j'ai relu les évangiles, j'ai relu une grosse partie de la Bible. Oui, évidemment, ça parle. Il y a plein de choses là-dedans qui parlent une fois qu'on sait de quoi on parle. Et les traditions orientales, elles t'avaient effleuré ? Je veux dire, tu connaissais un peu ? Oh, je me souviens plus à l'époque. Parce que tu parles de l'Advaita, tu parles de ça, c'est venu après ? Pour moi, c'est venu après, tout ça, oui. Je me souviens plus exactement, mais j'avais pas de recherche spirituelle avant ça. Enfin, à l'intérieur, tu vois, ça se posait des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Mais il n'y avait pas de... Le message du Christ m'avait touché, gamin. Mais comme dit, il y avait un tel décalage entre le message et puis ce qui se passait. Tu vois, ça ne pouvait pas le faire, quoi. Il y a toujours eu cette espèce de radicalité, de vérité, de besoin d'alignement avec la vérité. Ça, par contre, oui. Et comment se fait le passage de l'étincelle à « je suis ce qui est » ? Il y a une trentaine d'années. D'autres maladies. La première maladie m'a amené à ouvrir un peu les œillères et puis à virer ma cutie et à devenir psychothérapeute, moi qui faisais pique-pente de tous les psys. Et par exemple, faire une psychanalyse, etc. Alors éclaire-moi juste sur un point. Parce qu'au début, tu me dis en 84, j'en ai marre, je veux plus faire ça. Tu es déjà psychothérapeute ? Oui. D'accord. Oui, à ce moment-là, je suis psychothérapeute, oui. Installé comme tel en tant que médecin. Comme tel, médecin psychothérapeute. Et alors, tu fais ton expérience mystique, si on peut dire, oui. et tu continues d'être psychothérapeute ? Ah oui, plus que jamais, parce qu'à partir de ce moment-là, la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, la réponse était évidemment oui. Et la question de savoir est-ce que c'est utile d'aider les autres, évidemment oui, puisqu'il n'y a qu'un seul corps. Tu vois, aider les autres, c'est comme si je me fous malade, je vais le soigner, quoi. Je sais pas, tu vois. Aider les autres, c'est du même domaine. Mais à l'époque, il y avait un quelqu'un, il y avait des autres. Hein. Et forcément, c'est une seule totalité. Ça peut que aider l'ensemble. Oui, oui. La question s'est plus posée de savoir est-ce que je continue ou pas. Par exemple, oui. Et comme dit, ce qui m'a amené à virer ma cutie et à devenir psychothérapeute, c'est une première maladie en 76, par là, entre 76 et 83, je dirais, par là. J'ai pris des corticoïdes à haute dose, enfin des choses comme ça qui m'ont un peu déglingué le corps. Et puis après, pendant 16 ans, à peu près, ça a été, 16 ans, ça a été super génial, tu vois. L'expérience d'amour pur, d'inconditionnel, que tout, c'était à la seconde, quoi. Il suffisait que je me branche, entre guillemets, pour que ce soit là. Et je disais aux gens, dans les groupes que j'animais ou en consultation individuelle, faites attention, c'est quand je ferme les yeux que je vois le mieux. Parce que, automatiquement, l'amour que je suis se révélait complètement et puis voyait ce qui se passait. Tu vois, je fermais les yeux, quand je voyais pas clair, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un, je comprends pas, je ferme les yeux, je me recentre, je reviens à ce qui est, enfin, à l'époque, j'aurais dit à l'amour que je suis, et puis, pof, ça voit. Et du coup, ça accompagne l'autre. Et est-ce que ça débordait de ton activité de thérapeute, si on peut dire ? Est-ce que ça se passait aussi dans ta vie quotidienne ? Forcément. Ça peut pas ne pas. Parce que l'amour qui vit à l'intérieur, il peut pas ne pas se donner. Après, de quelle manière, comment, nul ne le sait. Ça dépend. Puis à l'époque, il y avait encore beaucoup de moi.
il y avait encore l'idée d'être quelqu'un dans le monde. Donc, les jugements n'étaient pas tombés, les appréciations sur les uns les autres, tout ça, c'était encore bien là. Les peurs, tout ça, c'était beaucoup, beaucoup là. Et en l'an 2000, je me suis pris une grosse claque, je suis retombé malade, mais grave, quoi. Hein. Et là, j'ai tout perdu, d'ailleurs. Enfin, j'ai arrêté de bosser, on a divorcé, enfin, etc. J'ai déménagé, etc., etc. Et ça m'a... J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a mis entre les pattes la non-dualité, mais côté connaissance. Jusque-là, c'était côté amour, hein, donc côté dévotion, la voie de la dévotion, de l'amour. Et là, c'était la voie de la connaissance. Mais au début, ça restait grave, parce que je trouvais ça froid, vide. Mais, je me souviens plus les détails, mais ça me paraissait vraiment froid, ça voulait pas y aller, quoi. Jusqu'au jour où j'ai lu une phrase de Ramana Maharshi qui disait qu'il n'y avait qu'un seul sommet, et qu'il y avait deux voies, la voie de la connaissance, la voie de l'amour, et qu'elles se rejoignaient. Je me dis, ok, dans ce cas-là, je veux bien y aller. Parce que laisser tomber l'amour, non, pas question. Il faut dire que quand j'étais malade, c'était impossible de retrouver cet amour. J'étais coupé de cette source. Ça, c'était le plus dur. Mais ça aussi, c'est au service, hein. Faut pas oublier. J'avais besoin de cette claque. Parce que sinon, je serais mort mystique. Tu vois, l'éveil complet ne se serait pas produit. Et il y avait besoin de cette grande claque pour me remettre dans le droit chemin, tu vois. Ok, maintenant c'est bon, tu as pris 16 ans de vacances, maintenant au travail, quoi. C'était un peu ça, tu vois. Et puis arrête de te prendre pour quelqu'un. C'était aussi ça, hein, tu vois. Au début, j'ai commencé par lire des anglophones, en fait, hein, et à rencontrer des anglophones qui parlaient d'éveil, des choses comme ça. Qui, par exemple? Oui. Adi Ashanti m'a beaucoup parlé. Gangaji en premier. Adi Ashanti m'a énormément parlé. Dans les anglophones, Tony Parsons, Karl Renz, plus tard Karl Renz, mais oui, ça m'a énormément parlé. Jack Foster, encore plus tard. Ouais, beaucoup, je ne sais plus tous les noms, tu vois, mais beaucoup. Et puis seulement après, j'ai rencontré des Français. Mais déjà là, en écoutant les anglophones, c'était clair qu'il n'y avait pas de moi. C'était très clair qu'il n'y avait pas de moi. Ça a été vraiment vu. Et tu vois, je pouvais lire Adi Ashanti, Devlin ou Nisargadatta Maharaj en anglais ou des choses comme ça. Ramana Maharshi en français, là, par contre. Et puis, il n'y avait plus personne, quoi. Je lisais une page, deux pages, et puis j'étais absorbé, j'étais plus là, quoi. Enfin, Gérard n'était plus là. Il y avait juste la joie d'être qui était là, quoi. Et il a aussi été vu à ce moment-là. Alors ça, c'était avec une Française. Après, j'ai rencontré des Français. Jean-Marc Mantel, puisqu'on parle de donner des noms, comment il s'appelle, Francis Lucille, Jean Klein, je n'ai pas tellement accroché avec Jean Klein à l'époque, beaucoup plus maintenant, puis il était déjà décédé, et il y a une personne que j'adore, qui enseigne plus aujourd'hui, c'est, comment elle s'appelle, Marie Gall en français, qui... dès la première fois que je l'ai vu, on a le même côté taquin, tu sais, rieur comme ça. Et depuis toujours, on rigole ensemble. Et elle disait, oh, mais de toute façon, l'éveil, c'est facile. Une semaine ensemble, et vous verrez, vous êtes tous éveillés, disait-elle un jour à un groupe. Je dis, ok, on organise une semaine. On n'est pas sortis tous éveillés de la semaine. Mais peu importe. Le premier soir, tout d'un coup, elle me sort comme ça, au milieu d'une phrase de je sais pas quoi. Mais enfin, Gérard, tu sais bien, il n'y a rien là. C'est tac, comme ça. Et à ce moment-là, vouf, Gérard ne savait pas, mais si, ça savait. Il n'y a rien là. Ça a été vu clairement. Il n'y a rien là. Tu vois, tout ça est illusoire. C'était drôle. La manière dont elle... Tu vois, tu dis que je suis dur. Mais non, mais elle, c'est pareil. Il y a tout cet amour. Et puis tout d'un coup, elle te sort une phrase comme ça qui te colle au mur, tu vois. Mais sur ce ton-là, mais enfin Gérard, tu sais bien, là, il n'y a rien là. Tu vois, comme ça, elle me l'a sorti. Et bam! Ah ben ouais, il n'y a rien là. Tu vois? Et l'éveil s'est encore pas produit. La clé n'a pas encore complètement tourné ce jour-là, dit. Alors quand est-ce qu'elle a tourné? Et elle a tourné avec un chat sur Internet. C'est drôle, hein? Des gens qui accompagnaient par Internet. Des Français? Oui, oui.
Et j'ai eu la chance, parce que elle était en interview, enfin sur Internet avec quelqu'un d'autre, puis je parle à Internet, et c'est la dernière fois qu'elle accompagnait quelqu'un. Et je lui dis, bon, ben voilà, j'aimerais bien, hein. Ben, il y a un moi ou il n'y a pas de moi, me demande-t-elle. Je dis, ben non, il n'y a pas de moi, c'est évident. Ben alors, qu'est-ce qui manque? Ben je souffre. Tu vois, j'ai de la peur, j'ai ci, j'ai ça, enfin bref. D'accord, mais il y a un moi ou il n'y a pas de moi? Ben non, il n'y en a pas. Ben alors, je souffre. Il y a un moi, il n'y a pas de moi. Oui, mais je souffre. Et à la fin, elle a eu, au bout de la 3e fois, elle a eu l'intelligence de me poser la question, qu'est-ce que tu connais de l'éveil? Point d'interrogation. Et la réponse a été, rien. Enfin, j'ai même pas répondu. Mais j'en connais rien en réalité. Qu'est-ce que j'en ai lu, entendu? Mais rien. Et là, paf, la clé a tourné. Tout ce qui était là depuis des années s'est intégré. C'était évident qu'il n'y avait pas de moi. C'est évident que ce monde est illusoire. C'est évident qu'il n'est que ce qui est. C'est évident. Tout était évident. Tu vois, tout s'est incarné à ce moment-là. Et la recherche a fait fin à ce moment-là. Alors qu'il était déjà vu qu'il n'y avait pas de monde et pas de moi, tu vois. Mais là, il y avait plus vision, il y avait réalisation. Et souvent, je dis, la différence entre vision et réalisation, c'est ou des croyances fausses, ou du style, quand il y a l'éveil, il n'y a pas de souffrance, ce qui est faux, ou des peurs à propos de l'éveil. Oui, mais après, tu comprends, je ne serai plus adapté, et puis j'ai l'impression de tomber dans un trou, enfin des choses, je vais mourir, je vais disparaître, enfin des choses comme ça. Ouais. Et c'est intéressant de faire ces différences entre voir, comprendre, voir, réaliser. Comprendre, c'est facile. Est-ce que tu penses les pensées ou pas? Les gens, généralement, ils arrivent vite à voir que les pensées apparaissent toutes seules. Tu vois, ils comprennent qu'il n'y a pas un moi pilote des choix, des pensées, des actes. Voir, c'est voir que la conscience est vide d'auteur, vide de pilote, tu vois. Que l'être est vide de pilote. Et réaliser, mais c'est évident, hein, je suis cela, je suis être, je suis le soi, il n'est que le soi. Et on dit souvent avec Marion, la différence entre nous et vous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est juste 2 pensées crues à tort. Il y a un moi et le monde est réel. La belle affaire. Enlever ces 2 pensées crues, et l'éveil est là. Oui, enfin, Gérard, bon, après, le monde est réel. Enfin, t'es quand même, le monde est réel, regarde. Le monde est réel, comme les rêves sont réels. C'est réel. Comme les rêves sont réels. Vu d'ici, comme le monde, comme les rêves. Le rêve, si on regarde, le rêve commence, le monde du rêve est déjà là. Il apparaît d'un coup. Et dans un rêve, on peut rêver de 50, 100 personnes, on peut même rêver de soi-même. Il y a combien de personnages rêvés réels? Aucun. Et on peut vivre des émotions intenses, on peut même transpirer dans son lit, tellement qu'on a peur ou des choses comme ça. Mais c'est pas réel. Et pourtant, ça existe. Et quand on se réveille, combien de personnages rêvés restent-ils au réveil? 0. Même moi, dans le rêve, je disparais. Et on se réveille, et ce monde apparaît d'un coup. Et quand on s'endort le soir, il disparaît d'un coup. Et chacun de nous, en tant qu'être humain, ne sommes que des éléments d'un seul et même rêve. Le rêve du soi. Sauf que lui, il rêve éveillé. Il sait qu'il rêve. Et c'est important, ça, parce que on parle d'éveil, mais en fait, il n'y a pas d'éveil. Le soi s'est jamais endormi. Et c'est pas un éveil pour moi, parce que au réveil, les personnages du rêve disparaissent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a éveil, l'idée d'être Gérard disparaît. C'est pas un éveil pour Gérard. Gérard, il a disparu au passage. Mais quand Gérard vit dans la matière quelque chose d'aussi fort qu'un cancer de la gorge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Gérard a vécu un cancer de la gorge? Je ne sais pas, je pose la question à Gérard. L'organisme a vécu un cancer de la gorge. On peut dire Gérard a vécu un cancer de la gorge, mais Gérard, la seule réaction émotionnelle qu'il a eue, c'est un étonnement. Ah bon, un cancer de la gorge? Ah bon? Tu vois, parce que dans la famille, il y a des cancers de la prostate, des intestins, mais alors la gorge, c'était jamais monté à l'esprit que ça pouvait m'arriver, en tant que Gérard, tu vois. Mais c'est tout, il n'y a pas eu de tristesse, il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de revendication, il n'y a pas eu... Non. Il y a eu le médecin qui s'est dit, bon, ok, on propose tel traitement, est-ce qu'il y a d'autres traitements, est-ce qu'on peut l'alléger ou pas, est-ce que, tu vois.
Et déjà, est-ce que je me traite ou pas? Tu vois? Il se trouve que le traitement, déjà même sans le traitement, à mon avis, même si juste l'opération aurait suffi pour tout enlever, mais bon, par précaution, parce qu'on me disait faut le faire, parce que c'est la meilleure stratégie, en fait, d'après ce que tout le monde dit, hein, parce que j'ai quand même contacté des profs à la fac qui font des études sur d'autres techniques, sur d'autres trucs. Pour l'instant, il n'y a qu'une façon de traiter ce cancer-là, donc voilà, je l'ai fait. Mais encore pas tout à fait complètement. Mais vivre ou mourir ici, ça s'en fout complètement. Et parce que il y avait, enfin on ne peut pas dire aucune, mais il y a 99,9 chances sur 100 pour que ça réapparaisse jamais, j'ai fait le traitement. Mais sinon, il y en aurait eu 50%, pas sûr que je l'aurais fait, je crois pas. Et l'aspect peur, toute cette terreur qu'il peut y avoir Non, il n'y a pas eu de peur. Il n'y a pas eu un instant de combat contre le cancer. On parle toujours du faut se battre. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Être avec le cancer, oui. Se battre, non. C'est qu'est-ce que tu viens, à quoi tu m'invites, tu vois. Et ça, c'est magnifique. L'invitation. Ben, entre autres, puisqu'on parlait de maltraitance tout à l'heure, j'ai retravaillé la maltraitance avec le cancer. Il y avait des choses par rapport à ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses de la maltraitance qui vivaient en moi. Et comme j'avais été maltraité, ben, je pouvais maltraiter les autres. Tu vois, et me maltraiter moi-même. Et c'est vrai qu'il y a plus de douceur depuis, par exemple. Ouais. Et puis j'ai aussi vu que, tu vois, sur tous les milliers de personnes qu'on connaît, il y en a peut-être quoi, 15, 20 qui étaient au courant, tu vois, avant que je fasse la vidéo. Mais la vingtaine de personnes au courant, je te raconte pas comment il y en a, comment ça fait bouger, comment c'était fort pour eux que je sois atteint d'un cancer. Que je sois atteint d'un cancer, pour eux, c'était insupportable. Et deux, la manière dont je réagissais, mais c'était vraiment, il se passait des choses pour eux, tu vois, par exemple. Et je me suis dit, waouh, mais c'est pas seulement pour moi, ça, c'est aussi pour les autres. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est aussi pour les autres. C'est l'expérience qui est la plus forte pour moi, de me rendre compte que ce qui a vraiment un impact sur moi, c'est l'état d'être de l'autre. Et je vois que mon état d'être a un impact. Et c'est pas ce que je fais. C'est là où je suis. C'est ce que je suis. Et moi, je me souviens très bien que quand j'ai regardé cette vidéo-là de toi, j'ai été très impacté parce que j'ai trouvé... Je disais, merde, il y a un truc là. Parce que ici, là, il y a encore, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, il faudrait que je sois confronté pour me rendre compte si... Et d'ailleurs, c'est ça que je dis à la vie, je dis, viens, vas-y, balance les trucs. Non, c'est pas la peine. Oui, mais tu sais, je sais pas, tu connais Byron Katie? Oui, bah oui. Bon, c'est aimer ce qui est. Je fais séminaire avec elle aux États-Unis. Ah ouais, waouh. C'est vraiment ça, c'est aimer ce qui est. J'ai l'impression que je touche ça de plus en plus. Oui. Et dans ça, il y a un peu un jeu là-dessus, tu vois. C'est justement, comme tu dis, la mort. Donc. Bien sûr. Donc.